master en informatique, technologie de l'information et de la communication, promotion web. Et oui. Tout à fait. Parfait. Vous avez la parole. Vous arrivez à voir mon écran? Pas encore. Là, ça va. Oui, ça vient. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président Djiri, cher membre Djiri, chers professeurs et chers invités, collègues, bonjour à vous tous. Alors, le travail que je vous présente aujourd'hui s'intitule l'implémentation du système de localisation dans les réseaux de capteurs sans fil en utilisant les standards ZIP. Le travail a été encadré par Dr Mamadou Traoré et l'ingénieur Rémi Manassi Kalifa, encadré local. L'objectif poursuivi par ce travail, c'est de développer une méthodologie optimale pour le déploiement des réseaux de capteurs sans fil, notamment en optimisant et en adaptant des protocoles de sécurité, également dans la gestion de l'énergie avec le norme 8, mais aussi en place un réseau de capteurs pour la localisation d'une entité mobile avec des algorithmes de routage allégés pour ce type de réseau. Durant ces dernières décennies, les réseaux de capteurs sont devenus très courants et leur application ne cesse d'accroître, d'où les problèmes qui surviennent dans le cheminement de messages d'un capteur dans un autre, notamment dans la localisation qui cherche à attribuer des positions géographiques qui doivent être exactes par rapport à un capteur. Et le vrai défi se pose au niveau des routages, qui avec des routages actuels, des routages standards qui existent, ils ont un peu du mal à gérer cette entité-là. Et notamment dans la gestion de l'énergie, parce qu'on a des entités qui doivent être déployées dans des zones, des fois hostiles ou des fois accès très limité. Et notamment la gestion de l'énergie, c'est un autre problème qu'il faudrait gérer, que nous, on va tenter de résoudre avec des algorithmes et des processus hypothétiquement mis en place. Ce travail, il est structuré en 4 parties, notamment une généralité sur l'Internet des objets, ensuite des réseaux de capteurs sans fil, en passant par les standards de protocole ZIP, et enfin la mise en place de notre étude en paramétrant les métriques d'évaluation qui ont été prises en compte dans l'algorithme que nous avons déployé ici. Alors, l'Internet des objets qui bouleverse notre quotidien, c'est un ensemble de composés des capteurs qui collectent des données sur l'environnement actuel. Et ces capteurs qui sont considérés, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous entendez, j'ai des retours là. Allô, je peux continuer? D'accord. Alors, je disais tantôt, l'Internet des objets, il est composé de capteurs qui collectent des données sur l'environnement actuel, qui les traitent au niveau des objets, donc des objets d'une façon intelligente, et ensuite les fait sortir sur les actionnaires. Et cette transmission des données, ça se passe via des technologies sans fil, les LoRa, les Bluetooth, les GPRS ou les Wi-Fi, et ils sont alimentés en fait par une source d'énergie autonome. Alors, l'architecture qui est présentée pour ces données, donc c'est l'architecture de l'Internet des objets, c'est une architecture sur 4 couches, où on a une couche de perception, une couche réseau, une couche de traitement des données, ensuite une couche applicative. Ou sur la couche de perception, nous avons des capteurs qui récoltent, vous avez des caméras, des capteurs des luminosités, des températures, qui
fait passer ces informations via des passerelles Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, qui ensuite ils sont traités au niveau des microcontrôleurs pour être appliqués dans diverses applications du quotidien, notamment dans euh, dans la domotique, dans les villes intelligentes ou dans les voitures automatiques. Alors, la deuxième partie, c'est les réseaux de capteurs sans fil. C'est savoir que si les réseaux de capteurs sans fil, c'est comme on dit, c'est un réseau qui est composé plutôt des entités telles que les capteurs. Et les capteurs, en fait, sont des unités qui combinent en fait l'acquisition de données en passant par les traitements pour les communiquer si des environnements externes. Et ils intègrent en fait des microcontrôleurs embarqués afin d'optimiser en fait la capacité de collecter des données. Donc tout cela, ils sont connectés via une source d'alimentation pour permettre en sorte que ces capteurs soient autonomes. Les réseaux de capteurs sans fil sont des types particuliers des réseaux ad hoc, qui est vraiment difficile à mettre en place. Et ces valeurs-là, ils sont structurés sur une architecture protocolaire qui suit des modèles TCP/IP. Nous avons la couche physique, la couche réseau des données, la couche réseau de transport et la couche applicative. Alors, en parlant de ça, sur ces réseaux, il y a beaucoup de protocoles qui sont mis en place pour la gestion de ces réseaux de capteurs, notamment dans les routages qui interviennent. Mais nous, dans notre cas, on a choisi le protocole ZigBee, ce standard-là qui est vraiment très bien établi avec des normes très bien définies pour la gestion des réseaux capteurs sans fil. Donc, dans notre implémentation, nous l'avons utilisé, voilà pourquoi nous avons pris le temps de le décrire ici. Et le standard ZigBee se présente comme un réseau à 4 couches, donc la couche physique, macro réseau et la couche applicative. Donc, il se base plutôt sur la norme IEP 100D.15.4, où la norme ZigBee vient avec la sécurité et les routages au-dessus de cette topologie de la norme sans fil, donc 100D.15.4, en mettant en disposition des API et des applications qui permettent en fait de gérer de façon optimale ces types de réseaux. Alors, le protocole qui est utilisé, nous avons le protocole de routage hiératique pour une topologie en A et des versions allégées du protocole ad hoc on-demand distance vector que nous avons utilisé ici pour l'établissement en fait, des routes à la demande d'un unitaire. Alors, la sécurité dans les ZigBee, ça se présente à 3 niveaux, sur ces 3 couches, notamment la sécurité dans les trappes, où ils utilisent des algorithmes qui permettent à chaque fois, dans chaque information directionnelle suivant un axe qui est déterminé. Et chaque message, en fait, doit être diffusé des types de formation, langue de diffusion et la puissance de la transmission des signaux. Et tous les nez sont homogènes. Alors, en ce qui concerne en fait l'algorithme que nous avons mis en place, nous l'avons exécuté en suivant un processus de localisation, tel que vous pouvez le voir si c'est Organica. Donc, dans la débit de la phase de diffusion, le message qui est transmis entre les nez s'il trouve un axe de diffusion, lui, ça remplit la table de localisation. En fait, s'il trouve un voisin, il remplit la table de diffusion. Sinon, il revient encore à la phase des renvois de messages. Donc, ainsi de suite pour remplir en fait, la table de diffusion en utilisant soit l'algorithme hiérarchique, soit l'algorithme abordé. Alors, les algorithmes utilisés, tout à l'heure, il y a l'algorithme de remplissage et l'algorithme de calcul de fonctionnement que nous avons utilisé. Alors, pour pouvoir bien les tester et vous montrer comment cela se présente, nous avons travaillé en fait dans le format continu, qui est un système d'exploitation sans fil à faible consommation
open source qui permet de gérer les ressources physiques, les processeurs, la mémoire et le périphérique dans les sorties. Mais également, il permet en fait de déployer un réseau de capteurs avec son simulateur intégré Koja. Donc, en ce qui concerne en fait notre schéma d'implémentation avec l'algorithme de localisation que nous avons utilisé, nous avons déployé un ensemble de capteurs dans un environnement qui se déplace en mobile qui désire connaître en fait sa position à chaque instant. Donc, l'entité il est en déplacement, mais il peut savoir à chaque moment où se trouve en fait sa localisation. Les capteurs fixes dans leur position sont connus et un nœud mobile qui cherche en fait à estimer sa position à travers ces capteurs-là. Notre démarche se base sur une diffusion de messages donc à tous les voisins. Et nous avons les temps de réponse. Et ces temps de réponse-là, il y a un message qui casse qui permet en fait d'intervenir à un temps qui vient donner la position X, Y de ces quantités. Alors, en ce qui concerne en fait les résultats de notre simulation, je vais partager j'espère que vous arrivez à voir mon écran. En fait, dans ces réseaux, dans l'environnement continu, comme vous pouvez voir, nous créons en fait ces marchés qui sont complètement déployés sur l'environnement sur Ubuntu 14.4. Donc, nous créons d'abord un environnement de simulation de la localisation climatique qui utilise en fait de l'audio de transmission inversée. On se base beaucoup sur les transmissions et puis circuit. Donc pour notre déploiement, on a fait des tests. Un test avec 17 minutes. Nous avons pris 17 minutes de déploiement et puis un deuxième test. Nous l'avons fait avec 7 minutes pour essayer de capter en fait les messages et localiser leur activité. Et aussi de gérer, optimiser en fait l'énergie en utilisant la méthode de GTC. Alors là, vous pouvez voir comment les entités sont déployées en fait dans les réseaux. Ça, c'est les entités qui sont dans notre réseau qui sont déployées. Donc là, on peut lancer en tout moment en fait la simulation, voir les messages qui sont envoyés pour remplissage des tables de positionnement. Alors, pour les réseaux CPE, nous avons exploité un peu plus, vous pouvez voir. Donc, dans ces champs en fait, de captage, tous les nez peuvent atteindre, chaque capteur peut atteindre n'importe quel capteur qui se trouve dans ces champs de captage ici. Et à partir d'un nez, en fait, on peut vérifier en fait son état. Et là, vous pouvez voir que son état passe en off, en fait, si le nez passe ici. C'est ce que je disais dans le ici. Donc, il met en veille automatiquement en fait, le capteur s'il n'est pas sollicité et il est réalise au moment où les voisins ont besoin. Donc, ensuite, on peut voir ici la positionnement donné, il arrive à envoyer des informations et à les récupérer. Et voilà, en simulant notre réseau et en le déployant, on voit les types de communication qu'il y a entre les différentes interfaces. Nous avons lancé également un protocole Z en mode pour en fait voir les temps de consommation, l'état de consommation de la batterie sur chaque capteur et ensuite déterminer la disponibilité des capteurs si un environnement de notre réseau de captage. Donc au-delà de ça, voilà un peu ce qu'il y a de la démo, cette partie de la démo que je vais vous présenter. Donc en conclusion,
étudiants, en fait, la localisation est nécessaire pour un certain nombre d'applications telles que le stockage, la surveillance, la localisation des affaires. Nous avons utilisé principalement la norme qui vient compléter, qui vient remplacer en fait les autres standards de communication permis tels que les LAN et les supplémentaires en fait là. Et nous avons implémenté une application OS pour déployer notre modèle en fait la table de remplissage avec la non et les câbles. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je vais donner la parole à mes collègues. Je vais commencer peut-être par Paul Dembélé. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Arnaud. Pour moi, rapidement, j'ai une question. On connaît tous le cours, enfin, on ne connaît pas très bien, mais on est au courant du protocole Pandora. C'est que je ne connaissais pas tout ça de présentation. Alors, ma question c'est la suivante. Pourquoi être resté sur ce uniquement pour traiter tout ce qui est localisation, alors qu'on sait tous que c'est qui est un peu porté quoi? Quel genre d'application est-ce que vous utilisez? Alors, nous avons préféré Zigbee, comme j'ai dit, pour la localisation des entités mobiles. Si on vise plus, alors ça peut être utilisé dans le cadre de la défense pour les militaires qui sont en accompagnement dans les services qui sont dans des milieux hostiles. On peut l'utiliser dans le cadre des... alors, principalement, nous, notre cas, c'est qu'on a décrit pour faire les tests, en fait, c'est pour les personnes en danger. Donc, tout autour. Donc, l'idée, c'est de déployer un grand nombre de capteurs dans la zone. Et chaque personne, en fait, avec soit un bracelet connecté, avec un équipement connecté, peut facilement en fait, à diffuser l'information à courte portée autour de lui. Et là, ça permet de marquer en termes de sécurité, parce que le protocole de sécurité ici, ça évite des interruptions, donc arriver à interrompre en fait les messages qui sont transmis, les temps d'attente. Et l'avantage aussi avec ça, par rapport à d'autres méthodes, si on doit utiliser par exemple le GPS, c'est que si aujourd'hui on vit dans un phénomène qu'on appelle les kidnappings, on vous enlève, vous montez dans un véhicule qui est placé à grande vitesse, et si vous êtes en déplacement, la localisation devient très compliquée. Vous voulez que vous vous arrêtez pour qu'on puisse prendre en fait votre dernière position avant de le transmettre. Mais avec cette structure ici, même avec une entité en déplacement, on sait savoir à chaque instant en fait où se trouve sa localisation décidée. Je pensais que la portée de Zigbee c'était 100 mètres. Pardon? Je pensais que la portée de Zigbee c'était 100 mètres. La portée pour Zigbee, si ça c'est... Je pense que ça s'est limité à 100 mètres. Oui, c'est pas une diffusion à longue portée. Donc la diffusion elle est de courte portée. Mais en fait, comme je l'ai montré en fait sur la simulation, la connexion en fait, ça se passe pas via un point commun. Donc chaque deux voisins, c'est un chemin. Donc l'idée c'est d'arriver à déployer un grand nombre de capteurs en fait dans un champ donné. Et chaque objet peut être un relayeur jusqu'à la destination. Ce sont des transmissions coordonnées qui doivent être répliquées pour chaque capteur qui est basé jusqu'à la terme de la destination. Voilà, donc merci beaucoup Prof Jean-Marie Dembélé. Donc je vais donner la parole à Professeur Oumar. Merci. Merci pour la présentation. C'est clair. Voilà.
En fait, je vois que vous implantez un système de localisation. C'est dans le but de quoi exactement? Les difficiles, exactement. Je ne vois pas. Alors, très exactement, en fait, on a fait en fait la simulation sur un système de localisation. Dans notre petite, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, l'idée en fait, ce n'est pas directement de déployer en fait une application de localisation parce qu'il y a une fonctionnalité. Et ici, c'est d'améliorer en fait l'algorithme qui sont utilisés, notamment dans les remplissages ou dans l'atteinte en fait des deux voisins qui sont tout autour, mais aussi avec une localisation instantanée pour une entité qui est en déplacement. Donc, ce sont des problèmes majeurs qui se présentent actuellement dans les équipes existantes et même dans les applications qui sont utilisées dans la plupart des cas. C'est un vrai problème à ce niveau-là. Donc, notre étude, notamment dans notre déploiement, c'est de pouvoir arriver à utiliser des réseaux de capteurs, en utilisant des capteurs, pour déployer en fait une étude, arriver à ce que les gens qui utilisent l'application puissent se baser sur un réseau qui est vraiment sécurisé et pour vraiment facilement transmettre leurs données sans crainte et également gérer l'énergie parce que la gestion de l'énergie dans les réseaux de capteurs, ça aussi c'est un vrai problème. Parce qu'au moment où les capteurs sont déployés, des fois, vous ne savez pas les atteindre directement. Donc, il faudrait que ça puisse tenir le plus longtemps possible pour garantir la disponibilité de ces trafics-là à plus long terme. C'est bon? Voilà, donc merci beaucoup, monsieur Nedati. Donc, moi, je pense que tu as répondu à la question. Après, je voulais juste savoir comment tu fais pour gérer en fait l'énergie, quoi. Est-ce qu'il y a un algorithme particulier que tu utilises ou tu as développé ton propre algorithme? Alors, nous sommes en fait basés sur des algorithmes existants où on est parti sur l'algorithme AODEF qui existe déjà, mais on a un parti sur une version ADG de ça pour éviter en fait la surcharge au niveau des capteurs. Parce que la version qui existe de cet algorithme-là, ça permet de surcharger les capteurs qui ont une faible capacité de traitement et ça permet de les décharger vite. Alors, nous, on a arrivé à alléger cet algorithme-là et en intégrant en fait la norme de DUTC qui permet en fait de mettre en veille les capteurs à chaque fois qu'il n'est pas sollicité et de les relancer au moment où les deux voisins l'appellent. Voilà. D'accord. Donc, c'est des algorithmes existants, quoi. Oui, les algorithmes sont existants, mais là, on a combiné en fait deux algorithmes et on a allégé en fait leur version pour ne pas surcharger les capteurs. Vous avez fait l'étude des performances de cet algorithme par rapport aux autres? Il est beaucoup plus efficace ou bien? Si, il est beaucoup plus efficace, comme je l'ai montré tout à l'heure sur la simulation. Bon, je ne sais pas si je vais partager maintenant. Vous allez voir que lorsque des consommations de batterie, au moment où ils sont sollicités, voilà. Ici, comme vous pouvez voir, la sollicitation en fait, des batteries, c'est de l'ordre de 0,1 millivolts, qui est très très faible, et même en fait qui tend vers 0, et ça croît en fait légèrement lorsque le capteur est sollicité. S'il n'est pas sollicité, vraiment ça se met complètement avec, comme vous pouvez le voir. Mais en général, avec les autres méthodes, quand on n'a pas intégré cette comparaison ici,
vous pouvez voir que l'utilisation de batteries, ça va jusqu'à 1 ou à 2 volts, qui est quand même assez pour un capteur modeste de cette qui a un D'accord. Ok, je vous remercie. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Donc on va passer à la